Amon Ki, chapitre 2. Le chariot. Allons, allons. Ne fais pas sa tête là, mon bon Amonki. Toutes les choses que tu possèdes, que tu penses posséder, sont vouées à disparaître. Pouf! Et au vu de l'état dans lequel la perte de celle-ci t'a plongé, j'ai plutôt l'impression que ce sont elles qui te possèdent. Oui. Moi qui avais tout, me voilà anéanti, orphelin et nu. Quelles atrocités, quels crimes ai-je donc commis pour mériter un tel sort? Ne parle pas si vite, mon garçon. Parfois, nous pensons qu'une chose est mauvaise, alors qu'elle n'est que le présage d'une chose meilleure à venir. Qui sait si tu ne tourneras cette situation à ton avantage? Tiens, fume. Oh, Amville, où trouves-tu donc matière à rire? Nous revoilà avec tes stupides cartes. Eh oh, Lazare ignora sa remarque et lui tendit une carte, tiens. après avoir mélangé les 16 avec une dextérité fascinante. Le chariot. Sur celle-ci figurait un homme assis sur un char en bois, tiré par 2 mules surchargées. Le chariot. Parfois, nous préférons nous laisser transporter en toute sécurité plutôt que de prendre les rênes de notre vie et de subir les conséquences de notre intempérance. Est-ce par insouciance ou par arrogance? Cependant, il peut tout aussi arriver que le choix le plus judicieux, que la chose la plus sûre à faire soit finalement de sauter du charlatan. Qu'est-ce que c'est que ça, Lazare? Une statue de corbeau en marbre, à laquelle le garçon n'avait jamais prêté attention, explosa la fenêtre et laissa le cabinet s'allumer d'un souffle polaire. Le signe, mon bel ami, le signe! Quel signe? Mais de quoi parles-tu? Le chariot! Il s'est mis en route! Notre voyage a enfin commencé! La sensation de balancement qu'Amon Ki ressentit en rêve continua même après son réveil. Il se tenait dans une étroite charrette, allongée sur le dos. Ses yeux ouverts depuis peu étaient tournés vers des branches de pins enneigés, chancelant au-dessus de lui. Il se releva avec un effort prodigieux, tant ses membres le torturaient, et se mit à examiner les alentours. Reste tranquille. T'es bien amossé, hein? C'était un vieillard, au trait grossier et aux guêtres de fermier. Sa peau était bronzée et ses mains usées à force de fouetter les mules. À entendre les gémissements pénibles de ces dernières, il était clair qu'il ne restait plus qu'elle à habituer. L'effroyable douleur que le jeune homme ressentait était supérieure encore, semblable à une centaine d'aiguilles perçant la chair et l'os. Quoique ses plaies étaient pansées, comparées aux bêtes. Son front avait été bandé après qu'une des balles tirées par Lord Kingsley l'ait effleuré. Quant à son épaule gauche, elle paraissait plus mal en point. Le plomb l'avait transpercé, et au vu de la grossière superposition des bandages ensanglantés, il était clair que celui qui avait tenté de l'extraire n'avait pas des doigts de fée. Je l'ai versé toute ma fiole pour t'éviter une infection. Si bien que je n'ai plus rien à boire, figure-toi. T'arrêtais pas de gigoter dans tous les sens aussi. Mais bon, ce n'est plus qu'un souvenir. Un très mauvais même. Et te voilà indemne. Karasu, en proie à une extrême incompréhension, se contenta d'examiner sa main droite avec laquelle il avait frappé Sirius Kingsley la veille. Ou l'avant-veille. Il ne se rappelait plus très bien. La pierre dont avait usé le jeune homme pour se défendre l'avait coupé sans qu'il s'en aperçoive. Il se rappelait néanmoins très bien
comment Kingsley avait essayé de l'assassiner, lui, un frêle garçon d'à peine 18 ans, avec qui il rayait dans un salon quelques minutes auparavant. Saute. Et de quelle façon déshonorante il avait échoué et était reparti défait et ruisselant de sang. Son sang bouillit dans ses veines à mesure que l'image des voitures où s'agglutinaient les assassins lui revenait. Si vous voulez me tuer, par pitié, faites-le vite. Ces soi-disant invités, qui avaient mangé et bu dans leur coupe avant d'annihiler la demeure qui les avait accueillis humblement, avant de carboniser leur hôte, son père. Je m'en remets à toi, Garvanta. Ses souvenirs refirent alors surface, en plus grand nombre, comme un torrent. Amonkhi revit alors en songe ces scènes horribles, réelles pour la plupart, mêlées de meurtres, de feux, de cabinets rétrécis, de sang, de cris, de vaisselle cassée et de tigresse. La voix de son père qu'il ne reverrait plus jamais, Amonkhi aurait compris. et le regard hargneux du parrain Garvanta défilèrent, mélangés au sourire jaune de Lazare et à la chevelure noire de la femme du portrait. Ce fleuve monstrueux de réminiscences déferla sous forme de larmes, sans qu'il puisse se contenir. Il se détourna alors du cocher et essuya ses joues, rougies de honte. Si un homme ne peut pas pleurer après avoir perdu son foyer et sa famille, alors quand le petit lin, Comment savez-vous? le seigneur Karasu était juste et apprécié, la nouvelle se répand vite. L'Empire mettra du temps à trouver un gouvernant aussi doué. C'est l'Empire même qui l'a tué. Ils ont voulu éteindre notre dynastie. C'est toute la région qui est orpheline. Pas que toi. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais bien de rage. Il serra si fort les poings que la plaie de sa paume se remit à saigner. Si ces larmes doivent s'écouler, ce ne doit pas être pour abreuver l'arbre du deuil, mais bien celui de la vengeance. Une main légère le freina dans son élan et essuya ses joues humides d'un vieux mouchoir sale et noirâtre. Amonkhi se redressa et vit une fille haute comme 3 pommes, assise devant lui, dont il n'avait pas même soupçonné l'existence. Âgée d'à peine 6 ans, elle avait le sourire large et le regard profond, malgré sa maigreur apparente. Ses yeux étaient tels 2 grosses perles d'un vert pénétrant qui reflétait l'espièglerie et l'innocence de cet âge d'or qu'on appelle enfance. Elle était couverte d'une peau d'animal et tenait entre ses faibles bras squelettiques ce qui avait tout l'air d'être un bébé emmailloté d'un tissu gris et poisseux. Ne pleure pas, nous arriverons bientôt. Merci. Où ça? Elle regarda en direction du cocher qui entendait tout, mais qui s'abstint de répondre. Où allons-nous? Vers des terres prospères. Au Fusang! Au quoi? Les yeux de la petite fille, 2 billes éclatantes de vie, se fermèrent durant les quelques secondes qu'elle mit à réciter son poème, d'une voix si solennelle qu'elle sembla quasiment empreinte de religiosité. Au-delà des mers, vagues teintées de rouge, Fusang, tant convoité, abrite l'arbre mûrier. Fruits colorés, repousse les corbeaux, cultive la paix. Fusang, terre enchantée. Mais ça ne répond pas à... Amonkhi s'arrêta net, Hé, remarquant une chose plus intéressante qu'un simple poème d'enfant. Au bébé emmailloté et à la poète en herbe s'ajouta un 3e enfant, d'environ 2 ans plus jeune que cette dernière. Tout ce qu'elle avait, il lui manquait. L'espoir et la gaieté manquaient à ses yeux inexpressifs et brisés de fatigue. Quand bien même leur situation n'avait rien d'enviable, il convient de noter qu'il avait plus l'air d'un porc destiné à l'abattoir ou bien d'un ivrogne fraîchement passé à tabac, le choix est vôtre, que d'un frêle enfant de 4 ans. Il se morfondait sur une commode en chêne, un meuble raffiné, peut-être même un peu trop pour appartenir à un cocher aussi vulgaire. En accordant un peu plus d'attention au meuble, Amonkhi trouva son apparence familière. Aussi familière que celle des chandeliers d'argent disposés en vrac derrière la petite, ou encore le service d'argenterie en ivoire
lui-même adossé au portrait de famille des Karasu, encadré d'or. Vous n'êtes qu'un voleur. Comment diable avez-vous pu? Hé, voilà une bien étrange façon de remercier ton sauveur, dis-moi, hein? Le vieillard le transperça d'un regard accusateur, ce qui, après une courte réflexion, calma le jeune homme et l'emplit soudain de honte. Ce dernier retomba contre le flanc de la charrette brinque-ballante après que celle-ci eut roulé sur un nid de poule et grogna de douleur en se tenant l'épaule. C'est comme ça que tu me remercies? Moi, qui ai pansé tes blessures? Moi, le bon samaritain, l'âme charitable, qui, te voyant te noyer dans ton propre sang, a couru à ton... Assez. J'ai compris. Ainsi, ces bouts de bois valent plus que ta vie, hein? Moi, je vois là un échange équitable. Je t'ai couvert, je t'ai sauvé, je t'ai nourri, Le sourire doucereux du vieillard s'effaça et il sortit nonchalamment de sa sacoche en cuir un mince morceau de pain presque gelé qu'il jeta sur le plancher miteux du chariot. Les enfants se levèrent craintivement pour fixer avec avidité le pain entre les mains du jeune homme. Si accoutumé au plateau d'argent débordant de confitures de mûres, de plats en sauce et de saumon fumé, Karasu en vint à considérer ce morceau avec réticence, jusqu'à ce que son regard se porte sur les enfants. De toute sa vie, il n'avait jamais vu de joue aussi creuse. Il sentit un poids accabler sa conscience en considérant leur maigreur, si bien que son cœur en fut profondément troublé. Merci pour tout. Vraiment. Mais je doute que ce morceau suffise à nous quatre. Vos enfants sont affamés. Pourquoi les négligez-vous à mon profit? Le vieillard ne daigna même pas adresser un coup d'œil aux enfants. Il fouetta plutôt ses mules avec 2 fois plus de force. Tiens, allez, avance! Leurs hennissements douloureux suffirent comme réponse au jeune homme, qui se contenta de diviser le pain en 2. Tenez. Merci. Et toi? Ne t'en fais pas. Je n'ai pas faim si vous n'êtes pas rassasié. Des étoiles emplirent ses yeux verts face à cette gentillesse. Elle mordit ses lèvres de telle façon qu'on aurait cru qu'elle avait découvert son soi-disant Fusang et qu'elle se retenait d'éclater en sanglots. Jamais Amonkhi n'aurait cru que de si simples mots pourraient avoir un tel effet. Il s'assit en retrait et observa silencieusement le nouveau-né qu'elle nourrissait de pain et abreuvait de larmes malgré elle. Durant les 2 prochaines heures passées dans le chariot, celle-ci le regarda d'un air tendre et admiratif. Du reste, Amonkhi cogitait sur les avertissements de Lazare. Sauter à temps du chariot ou en subir les conséquences. Même si je devais sauter, quand serait le moment opportun? Non. C'est plutôt mon esprit qui me joue des tours. Je pense à ces paroles comme s'ils n'étaient pas seulement le fruit de mon imagination. Peut-être suis-je vraiment fou? Son corps miné par le plomb, son esprit par le doute, il abandonna finalement toute idée d'évasion. Le chariot arriva peu après minuit dans un village reculé de pêcheurs. L'endroit était mal famé, bondé de visages renfrognés et de prostituées. La nuit avait répandu son givre sur les meubles qui furent déchargés par une poignée d'esclaves à demi nus. Vous n'avez pas froid? Nous aimons le froid. Plus il givre, moins nous ressentons les coups de nos maîtres. Bah. Oh, Ah. quelle horreur. Les mules se reposèrent près du cocher qui conversait avec un personnage grave, Alors, à la carrure ils lui haute et ont réglé son martiale. compte à ce vieux Karasu. L'amiral galatien portait une veste en cuir décorée de boutons d'or et surmontée de 3 élégants pistolets. Amonkhi contempla ces derniers et se revit en songe aux côtés de son père qui lui apprenait à chasser les pigeons à la carabine. Il se souvint aussi avoir tiré une fois sur un nid de guêpes et s'être réveillé 2 jours plus tard. Ce genre de souvenirs, aussi colorés soient-ils, finissent presque toujours par se ternir en une plate nuance de gris lorsqu'on en devient le dernier gardien.
Quand il détourna enfin son regard insistant, peut-être même suspect, de ses armes, il se mit à chercher des yeux les 3 enfants. Le chariot n'était désormais Nafta. plus qu'un collage grossier de planches de bois, Nafta. vide de meubles, Citron. comme d'enfants. Citron. Amonkhi distingua difficilement les hurlements aigus du sifflement du vent. Portant son regard vers la jetée, ses yeux horrifiés virent un jeune homme à la carrure élancée, bien qu'un peu maigre, tirant par le bras les 2 enfants, attachés d'un carcan au cou. Il les traînait sans trop d'effort vers l'extrémité de la jetée, où déjà un navire impérial les attendait. Nafta. Citron. Non. L'étendard noir de l'Empire était surmonté d'un arbre brodé en fil d'or, emblème sacré, presque intemporel. Mais bon, on a bien fait de récupérer tout ça. Il n'en aura plus besoin de toute façon. Votre fils, le bébé, il les emmène. Nous devons faire quelque chose. Ma fille, mon fils, un bébé. J'ai pas de gosse, hein. Un sourire fourbe s'élargit sur son visage flétri par le vice. Puis il rangea avec la même gaieté une bourse grasse au tintement mélodieux. Combien pour celui-là? Il m'a l'air robuste et il a une bonne gueule. Ton prix sera le mien. Pardonnez-moi, mon amiral, mais... celui-là n'est pas à vendre, non? Les ordres du parrain sont clairs. Comprenez que ma vie vaut presque plus à mes yeux qu'une montagne d'or. Ouais, c'est ce qu'on va voir. En voyant tout autour de lui des marins au visage sombre et l'aile encerclée, chaîne prête, Amonkhi Karasu réagit comme sous l'effet d'un instinct bestial. Le sang lui monta à la tête et il en oublia jusqu'à la douleur qui rongeait ses membres. Il saisit avec une vivacité stupéfiante le fouet du cocher, revesti dans le négoce, et courut à la jetée. Le marin svelte traversait l'étroite passerelle menant au navire, juste derrière les enfants. Leurs cris affligés ne semblaient se composer que du prénom de la seule personne en qui il semblait avoir confiance. Ni les pêcheurs, ni les esclaves n'auraient pu s'attendre à ce qu'une telle chose se produise. Le marin lâcha les enfants, dont les cris avaient cessé, puis s'écroula à la renverse dans une mer gelée qu'il avala sans remords. Ses compagnons, tout autant figés, attrapèrent ensuite Amonkhi avant de le passer à tabac, leur bouche débordante d'atrocités. Cessez! Fils de canin! Primard. Tout compte fait, tu n'as pas une si belle gueule. Est-ce pour ces enfants que tu as décidé de perdre la vie? Tu ne connais même pas leur nom. Je me trompe? Petite canaille! Morbleu! Quel regard! Ouah, des frissons. Pas la moindre peur, hein? Malheureusement, ça ne suffit pas. Il te faut plus que ça pour survivre. De la force, des alliés, un peu de bon sens, un minimum de chance. En parlant de chance, nous venions à l'instant de s'arranger avec ton maître pour ne pas t'embarquer. Oh, misère. Je dois dire que notre accord tombe à l'eau. Tout est de ma faute, amiral. J'aurais dû lui lier les pieds et les poings à la seconde où je l'ai vu. Pardonnez ma bêtise. J'ignorais qu'il causerait autant. Absolument. Tout est de ta faute, oui. Mais seulement,
Les ordres du parrain Gervonta sont clairs. Je dois conduire ce chien enragé à Daravi. Ah, quelle noblesse monsieur doit appartenir pour se faire escorter sur ordre du parrain. Eh bien, votre Altesse, le choix vous revient. Montrez au monde que vous valez mieux qu'un barbare sans foi ni loi. Allez, viens. Allez, viens. Tiens bon. Prouvez-nous votre noblesse, non par le sang, que nous avons déjà le plaisir de voir, mais par la vertu. Il effaça son sourire railleur et jeta le fouet aux pieds du garçon. Amonkhi se releva lentement, chancelant sous son propre poids. Ramasse-le. Le choix est tien. Oh, pitié. Ou tu fais miséricorde, ou tu châties.